Travailler en classe, partir d'un thème, l'arbre, n'a en fait d'intérêt que si c'est pas un thème, que si ça devient un sujet, une vraie problématique en fait. C'est-à-dire des éléments avec des objectifs de savoir qui vont derrière, etc. La littérature de jeunesse peut avoir vraiment une place pour pouvoir mener tout ce travail. Et donc j'ai choisi d'avoir 3 très grandes entrées. Alors la première grande entrée, c'est une entrée pour mieux connaître les arbres. On peut dire l'arbre, c'est la vie. Dans l'arbre, c'est la vie, il va y avoir des sous-parties, en fait, pour vraiment partir de ce que les enfants connaissent, du côté sensible, de leur expérience, et donc du rapport entre les arbres et la nature, les animaux, plutôt que d'aborder vraiment le sujet de l'arbre. On abordera la symbolique plus tard, en fait. Et donc la proposition, c'est de travailler sur l'arbre, c'est la vie, mais la vie en 5 étages. Et donc de répartir dans une classe les élèves pour qu'ils puissent avoir à travailler chacun sur des étages différents, et qu'ils puissent voir quelles sont les interactions, les chaînes alimentaires, peut-être même les relations qu'il pourrait y avoir entre les étages. Deuxième entrée dans l'arbre, c'est la vie, ce serait, c'est l'arbre, c'est une maison en fait. Et cette maison, on la trouve dans beaucoup d'albums. Alors on la trouve en tant que telle, par exemple, dans Bébé Chouette. Dans les troncs, il y a les chouettes qui vivent, mais alors sur les branches et au sol aussi, il y a d'autres animaux qu'on peut retrouver chez Yéla Marie, par exemple. Et puis après, il y a le maître de l'arbre. L'un des maîtres de la littérature de jeunesse, c'est Claude Ponty. Claude Ponty qui est le fabulistro conteur de rêves étranges et mystérieux, puis des rêves étranges et mystérieux, mais complètement extra-foudingues. En fait, en classe, on pourrait étudier un certain nombre de ces ouvrages qui sont listés dans le dossier, pour essayer de voir quel type de maison. On a l'arbre sans fin qui est un sujet en lui-même. On a des fois un arrière-fond qui est une maison, par exemple la maison des Poussins dans Blaise et le château d'anniversaire, etc. Et puis là, moi, ce qui va m'intéresser le plus, c'est ces maisons en coupe. On voit l'intérieur, on voit les pièces, par exemple dans Ma Vallée, puis dans d'autres ouvrages que j'ai listés. Et là, on a vraiment une belle surface de travail avec des élèves d'écriture, de description, de narration, d'invention ou de création, art plastique, voire pourquoi pas des maquettes, avec les pièces, on pourrait amener des éléments inducteurs, etc. Et puis enfin, la troisième partie de cette première grande partie, c'est auprès de mon arbre, je vivais heureux. Finalement, l'arbre, c'est une richesse infinie. Et là, avec des classes, on a cherché dans leur environnement, mais aussi dans l'arbre généreux de Silverstein, quel rapport l'homme pouvait avoir avec l'arbre et en quoi l'arbre pouvait être un bienfaiteur pour l'homme et donc de pouvoir le lister. Alors on a des tas d'albums qui donnent aussi des pistes par rapport au baobab dans le Bao Bonbon, chez Byron Barton, etc. Et je me souviens notamment avec une classe de cycle 2 avoir listé l'ensemble des bienfaits. Puis après on avait aussi listé ce qui faisait un peu peur dans les arbres, dans Blanche-Neige, dans Chien Bleu, chez Anthony Brown aussi, avec Retrouve-moi, ou dans La forêt profonde, ou dans Le tunnel, ces arbres inquiétants aux formes, voilà. On va regarder quels sont les bienfaits de l'arbre, on va les chercher en classe, mais il y a aussi tout un aspect qu'il faut, de mon point de vue, impérativement traiter avec les élèves, c'est auprès de mon arbre, je vivais heureux ou pas, puisque actuellement, les situations peuvent être dramatiques et on les trouve. Alors, à la fin du livre de Silverstein, où l'arbre est coupé et où on montre le mercantilisme des hommes finalement et leur intérêt qui est simplement pour un bienfait immédiat, etc. Mais on a plusieurs ouvrages que je trouve remarquables. Les ouvrages d'Olivier Talek, C'est mon arbre et un peu beaucoup, qui nous montrent d'une manière criante, mais qui ne sont pas si simples et qu'il va falloir décoder avec les élèves, où il va falloir débattre, essayer de comprendre les implicites, mais qui nous montrent comment la volonté destructrice des hommes, de possession, de ne pas prendre conscience que les arbres sont nos partenaires universels, tout le mercantilisme et la surexploitation, et puis peut-être pour parler aussi de la biodiversité et de la surexploitation des forêts. On a le magnifique album de Barou qui s'appelle Où est l'éléphant, et là qui est drôle, ludique, mais pas drôle du tout en fait à la fin. C'est-à-dire le traitement est amusant, c'est un peu la manière de Où est Charlie, mais c'est absolument dramatique et en même temps du coup intéressant en classe.
Donc ça, ce serait une première grande partie qui permettrait de faire connaissance. Et puis ensuite, il peut être intéressant et même presque essentiel de s'intéresser à la symbolique de l'arbre, au rapport qu'on peut avoir, nous les êtres humains, avec les arbres avec nous. Et du point de vue symbolique et en tant que motif littéraire, on peut découvrir tous ces éléments, les toucher avec beaucoup de sensibilité. Et là, je propose 3 grands motifs littéraires. Le premier, c'est finalement l'arbre est un abri. L'arbre est un refuge, l'arbre est une cabane, l'arbre est un endroit qui nous permet de quitter le monde. Voilà, par exemple, pour se cacher dans une cabane, il y a la grande forêt d'Anne Brouillard. On a une magnifique cabane. Dans Mon arbre de Gerda Müller, après il y a Robinson Crusoe, Robin des Bois, enfin on a vraiment de quoi faire. Le deuxième grand motif, qui pour moi est l'un des plus forts, c'est l'arbre en fait est un chemin qui permet de s'élever. Alors de s'élever physiquement, de s'élever déjà spirituellement. Et parmi toutes les recherches que j'ai pu faire et les propositions qui sont dans le dossier, je vais en garder une autour de la forêt millénaire de Taniguchi, dans lequel on trouve 3 manières de traiter finalement ce motif de l'arbre. Le premier qui est vraiment s'élever physiquement, puisqu'il y a la bande du grand arbre, il y a un arbre magnifique, adoré par tous les habitants, etc. Et il y a des enfants qui s'appellent la bande du grand arbre, avec un rite initiatique, où il va falloir monter dans l'arbre pour pouvoir faire partie de la bande. Après, il y a un deuxième élément chez Taniguchi, c'est-à-dire Taniguchi, dans toute son œuvre, il propose souvent des productions extrêmement sensibles, quasiment indicibles, ou très poétique en fait, avec beaucoup de souffle, des beautés envoûtantes qui nous met dans des états émotionnels très forts. Et là, sur le rapport entre les humains et les arbres, il y a des choses... c'est très prenant en fait, c'est même carrément fascinant. Il est très très fort pour ça, et ça comme c'est indicible, on ne peut pas trop l'analyser, mais on peut parler après en classe de nos émotions, de nos sensations et de tout ce qu'on a ressenti. Puis après, il y a une dimension spirituelle qui est aussi celle des sociétés animistes, c'est-à-dire qu'en focalisant sur les états mentaux et les états physiques de ce petit garçon, on va pouvoir voir son évolution, sa manière de renaître aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, de presque se régénérer. Après, chez Claude Ponty, on a aussi des ouvrages où, une fois qu'on s'est initié, une fois qu'on a grandi au sein de son arbre, près de son arbre, on va pouvoir le quitter, ce qu'on a dans Moua, ce qu'on a dans Ma vallée à la fin, c'est-à-dire que ça y est, maintenant on a grandi et on va pouvoir aller voir ailleurs. Et il y a une scène que j'adore je peux pas m'en empêcher, dans L'Arbre sans fin, c'est la rencontre avec Ortique le monstre. Et là aussi, c'est une vraie surface de débat interprétatif avec des élèves. C'est-à-dire Ortique le monstre rencontre Hippolène, qui a déjà plus de maturité, et puis il va lui dire « Mais je n'ai pas peur de toi », et elle va répondre « Mais moi non plus, je n'ai pas peur de moi ». Et Ortique va partir en poussière après cette phrase. Et pourquoi alors ? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais là on a un vrai sujet de discussion, d'écriture en fonction de l'âge des enfants sur cette phrase juste incroyable d'Hippolène. Et puis le troisième grand motif, c'est un rapport au temps. C'est-à-dire qu'on a au moins 4 rapports au temps qui sont essentiels dans cette relation et qu'on trouve dans les albums. Il y a un rapport au temps linéaire, c'est-à-dire que l'arbre est un être vivant, ce qu'on va apprendre aux élèves, il vit, il meurt, il grandit, se reproduit, respire, etc. Donc là, on a un certain nombre d'ouvrages qui peuvent montrer ces choses-là. On a un rapport au temps qui est plus cyclique. Alors dans le livre de Yéla Marie, on a toutes ces saisons qui passent, etc. Et puis, on peut parler de la régénération. Parce que le cycle, c'est la renaissance, et aussi bien chez les arbres que chez les êtres humains. Il y a beaucoup de gens qui témoignent qu'au milieu des arbres, ils se sentent régénérés. Quand on va pas bien, ça fait du bien, etc., etc. Donc ça, on peut en parler, on peut le voir, on peut le traiter. Le troisième élément temporel, ce serait l'arbre, c'est l'ancêtre. C'est les générations. L'arbre généalogique. Évidemment, faire des arbres généalogiques des enfants, montants ou descendants, parce qu'en fait, il y a 2 options possibles. Et puis, faire des arbres généalogiques de certains ouvrages. Au cycle 1, la famille sourit.
Là, on a de quoi faire pour repérer tous les personnages, dans quelle heure ils sont nés, etc. Et puis, dernier point, c'est l'arbre qui est un symbole d'éternité. L'arbre, c'est je crois que c'est un des êtres vivants qui vit le plus longtemps et qui a toujours été un symbole d'éternité. Donc, je fais un certain nombre de propositions pour pouvoir travailler sur ce motif. Troisième grande piste que je développerai moins maintenant, mais c'est de travailler sur les espèces. Les différentes espèces d'arbres du monde pour les connaître, mais aussi pour en inventer. Et là, finalement, on a la main tendue par Anne Brouillard, puisqu'il existe, alors je ne l'ai pas lu personnellement, mais justement, il va falloir l'écrire, le livre des arbres, pour comprendre le langage des arbres, c'est-à-dire c'est celui que Varitchessu offre à Kiliuk dans la Grande Forêt. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans ce livre-là, donc on va pouvoir l'écrire en se répartissant par exemple différentes espèces. Alors j'ai listé des espèces du monde entier. Et puis même après, essayer de travailler sur les arbres mystérieux, les arbres des records, parce que l'arbre le plus grand, le plus long, donc là j'ai mis tout un tas d'indications qui évitera de faire des recherches. Et puis dans le quartier de l'école, dans l'école, on va pouvoir faire des parcours, des centres d'interprétation des arbres avec des petits cartels pour pouvoir se promener, pour pouvoir voir quels sont les arbres, etc. On va pouvoir aussi, après, travailler sur une arbothèque imaginaire. Donc, inventer des arbres à partir des inducteurs. Bon, Claude-Ponty peut nous écraser presque un peu à ce moment-là, mais on peut avoir des inducteurs qui seraient des mots. Alors, j'en ai noté quelques-uns, mais il y en a d'autres. Arbre à poème, arbre à visage, arbre à livre, arbre à conte, arbre à cadeau, arbre à gâteau, arbre à émotion. Et puis, pour terminer, à l'intérieur du dossier, j'ai fait des focales sur que j'ai appelé du côté des artistes, où je propose d'étudier ou de travailler à partir de certains artistes qui permettent d'ouverture sur le monde des arts.